Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer une méthode stochastique pour estimer la valeur de π. Donc la méthode est extrêmement simple, vous allez voir. Alors je vous présente rapidement le sujet qu'on va traiter, donc question par question, mais avant de les traiter ces questions, je vais vous expliquer la méthode. Donc pour ça je vais m'appuyer sur un petit schéma. Donc j'ai besoin de tracer un cercle. Voilà. Voilà, on va tracer le cercle et je vais tracer un carré qui s'appuie sur le cercle. Donc là ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai tracé le carré et je vais tirer des points au hasard dans ce carré. Donc, par exemple ici, ici. Donc c'est censé être des points. Voilà. Donc et là, évidemment, je vais en prendre un très grand nombre. Voilà. Et je vais m'appuyer simplement sur l'idée suivante, c'est que la probabilité qu'un point arrive sur une surface est proportionnelle à cette surface. Sachant que je ne vais pas placer des points au hasard en dehors du carré. Donc dans le carré, j'ai 100% de chance que le point soit dedans, par définition. Et donc la probabilité que le point arrive dans le cercle, c'est proportionnel à la surface du disque. Et donc ça donne l'équation suivante. Si j'appelle P le nombre de points qui sont dans le cercle, divisé par le nombre de points total, et ben ça va être environ égal. Je ne devrais pas dire égal. Ce sera à peu près égal à la surface du disque divisé par la surface du carré. Donc et ça, la surface du disque, c'est πr carré. Et la surface du carré, donc si j'ai R comme rayon, ici, et bien forcément le carré, ici, il fait 2 fois le rayon. Donc là, ici j'ai 4 R carré. Si vous préférez, 2R au carré, donc ça fait 4R carré. Les R carrés se simplifient, et ça me donne π sur 4. Et donc il n'y a plus qu'à mettre ça en œuvre. On va simplement placer des points au hasard et les compter. Et la formule que je mettrai en œuvre à la fin, c'est que π sera environ égal à 4 fois le nombre de points qui sont dans le cercle divisé par petit n. Et c'est cette formule-là que je vais mettre en œuvre. Voilà, donc maintenant on va passer à la programmation et on va répondre en fait à toutes les questions. Donc dans un premier temps, on va placer des points au hasard dans le carré. Ensuite, on va l'afficher pour qu'on y voit quelque chose. Ensuite, on va compter le nombre de points dans le cercle et puis on va estimer π. Et tout à la fin, on va quand même s'intéresser à l'efficacité de cette méthode. Est-ce que ça converge rapidement vers π? C'est-à-dire si je prends 10 000 points, est-ce que je vais avoir beaucoup de chiffres après la virgule ou au contraire, est-ce que c'est au contraire pas terrible? Voilà, donc on va répondre à toutes ces questions. Donc on va démarrer le programme. Alors j'ai besoin de matplotlib. Donc, et je le surnomme, je prends un surnom un petit peu plus petit, PLT. J'ai besoin du module random. A priori, j'aurai besoin de NumPy, on ne sait jamais. Et je vais commencer par créer cette liste de points. Enfin, ces deux listes, les listes des abscisses et les listes des ordonnées, que j'appelle respectivement X et Y. Donc là, en faisant ça, je définis deux listes vides. J'appelle N le nombre de points, donc pour l'instant je vais prendre les 100 points. Et bien sûr, comme le processus est itératif, puisque en fait il faut que je fasse 100 fois la même chose, 100 fois je dois choisir au hasard un nombre, le placer dans la liste X, pareil pour Y, j'utilise une boucle for. J'utilise la syntaxe habituelle pour une boucle itérative, et je vais tirer au hasard. Donc là je prends un nom de variable, il est ici, il passe quasiment inaperçu.
comme c'est une variable qui est temporaire, donc quelque part m'intéresse pas trop, en fait je lui donne un nom un peu inexistant, hein, c'est underscore, c'est le trait du bas, d'accord. C'est autorisé hein, par Python comme nom de variable. J'utilise la fonction de random du module random et elle va me générer un nombre avec une probabilité uniforme entre 0 et 1. Je peux en déduire l'abscisse du point. Alors comme l'abscisse est entre -1 et 1, il faut que je fasse une petite transformation. Donc la petite transformation elle est très simple. L'intervalle pour le nombre au hasard c'est entre 0 et 1. Il faut que cet intervalle soit 2 fois plus grand, puisque mes abscisses vont de -1 à 1. Entre -1 et 1, il y a 2. Donc je fais 2 fois le nombre au hasard, et je fais -1 pour le recentrer autour de 0. Je fais la même chose pour y. On fait un petit copier-coller. Et j'ai plus qu'à rajouter, avec la méthode append, x à grand X et y à grand Y. Et quand j'ai fini tout cela, ben je peux afficher les points. Alors je vais les afficher sous la forme d'une croix, puis je laisse à la fonction plot le soin de choisir la couleur à ma place. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc les points sont affichés en bas à droite. Il y a une chose que je peux faire, c'est utiliser cette instruction. Je vais choisir un repère orthonormé parce que là en fait mon carré il ressemble à un rectangle. On voit que les points ils s'inscrivent dans un rectangle. Donc pour que mon carré ressemble vraiment à un carré, je prends un repère orthonormé et donc mon carré il ressemble vraiment à un carré. Je peux prendre un petit peu plus de points si j'ai envie. Voilà, là on voit bien le carré. Et maintenant je vais compter le nombre de points qui sont dans le cercle qui est estimé pi. Donc je vais l'appeler P, donc c'est le nombre de points qui est dans le cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'initialiser à 0, et chaque fois que j'ai un point qui est dans le cercle, et ben, je vais incrémenter P. Donc pour ça, j'utilise une conditionnelle, et la condition pour qu'un point soit dans un cercle, c'est que ben, j'utilise la distance entre l'origine et le point que j'ai tiré au hasard, donc c'est racine de x carré plus y carré, et ça doit être plus petit que r carré. Alors ici, je ne vais pas calculer la racine, ça ne sert à rien. Plus petit que r carré, mais comme r il vaut 1, donc c'est plus petit que 1 au carré, c'est-à-dire 1. J'oublie pas les deux points. Là, j'ai un point qui est dans le cercle, donc j'incrémente P. Et une fois que j'ai fait ceci, et ben je peux afficher l'estimation de pi. Alors regardez la syntaxe que j'utilise pour print. Je commence avec une chaîne de caractères, estimation de pi égale. Je ferme avec les guillemets, je mets une virgule, et là je mets l'estimation de pi, 4 fois p sur n. On lance le programme. Et l'estimation de pi, elle est là, 3,17. Donc c'est pas trop mal. Si je relance le code, 3,088, c'est pas terrible. 3,052, 3,22. Voilà, donc on voit que en fait on a un chiffre significatif dans la détermination de pi. Donc on voit que c'est quand même pas terrible. Alors ce que je peux faire, c'est j'augmente le nombre de points. Je me dis que là c'est 3,13, c'est pas mal. 3,17, 3,12, voilà, donc là j'ai deux chiffres significatifs, mais c'est quand même pas terrible hein, comme détermination, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors quand on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est améliorer un petit peu la présentation de la figure, hein, en particulier tracer le carré, tracer le cercle. Ce qu'on peut faire aussi, c'est colorier différemment les points suivant qu'ils sont dans le cercle ou pas. Donc voilà, je vais prendre quelques instants pour faire ça. Alors je vais
améliorer un petit peu le code. Ce que je vais faire, c'est ce code là, que bon, comme il marche, je vais le mettre de côté et je vais le mettre en commentaire. On va dire ça répond à la question, aux questions 1, 2, 3. Je vais regarder. Donc j'ai les points, je les ai choisis, j'ai affiché le graphe, j'ai compté le nombre de points et j'ai estimé pi. Voilà. Donc je réponds en fait aux questions 1, 2, 3 et 4. Et ce que je vais rajouter maintenant, c'est, on va dire, c'est de la déco. Hein, c'est pour améliorer l'affichage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les listes x0 et y0 les points qui sont dans le cercle, et je vais initialiser deux autres listes, x1 et y1, pour tous les points qui sont en dehors du cercle. Ce qui fait que je vais modifier un petit peu ce truc là. Voilà. Donc si je suis dans le cercle, je vais rajouter dans la liste x0 les points. Sinon, j'utilise l'instruction else, je vais les mettre dans les listes x1 et y1. C'est une façon de faire. Ce qui fait que là, j'affiche y0, je vais l'afficher en vert, des croix verts. Et les points qui sont à l'extérieur, je vais afficher des croix vert, donc c'est G, pardon, et à l'extérieur rouge. Et ce serait bien aussi de tracer le cercle. Donc pour tracer le cercle, ce que je vais faire, c'est utiliser NumPy. Vous avez vu que j'ai pas mis l'accent à tracer. C'est dans les programmes, éviter les accents. Éviter les accents parce que, bon, quoique avec le codage UTF-8 qui est ici, normalement ça devrait pas poser de problème. Mais il vaut mieux les éviter. Parce que si votre code, vous l'utilisez dans un... Ça peut arriver dans un interpréteur où le codage du texte c'est pas UTF-8, il peut y avoir des conflits de notation. Vous pouvez avoir l'interpréteur en fait il s'y retrouve pas. Voilà. Donc c'est une petite remarque, évitez les accents. Je vais définir un angle θ et avec la fonction linspace, donc c'est linear space. Hein. Linear space, si on précise le début, la fin. Donc c'est 2pi. Je vais prendre les 200 points. Et je vais définir, ça c'est le gros avantage de NumPy, je vais définir directement les coordonnées de plein de points sur un cercle. Donc c'est np.cosinus θ, np.sinus θ. Donc là ça a l'air de rien, c'est 3 lignes, mais j'utilise l'avantage de NumPy, c'est que θ est une séquence qui va contenir 200 éléments, c'est ici. Et lorsque je fais np.cosinus θ, je calcule les 200 valeurs des cosinus des angles. Hein, les angles ils varient de 0 jusqu'à 2pi, il y a 200 valeurs. Et bien quand je fais np cosinus θ, NumPy il me calcule les 200 valeurs. Donc ça c'est vraiment en une seule ligne de code. Hein, je vous fais remarquer. En une seule ligne de code qui est là, je calcule 200 valeurs de cosinus et la ligne en dessous 200 valeurs de sinus. Et je n'ai plus qu'à afficher le cercle. Je vais l'afficher en bleu et je vais utiliser un trait bleu. Donc là, dans la fonction plot, il y a plein de façons de changer la couleur, le type de trait, si je veux des pointillés. Je peux aussi changer l'épaisseur du trait. Donc tout ça, c'est des choses qui sont... il faut se documenter un petit peu. On peut faire plein de choses avec la fonction plot. Ce que je veux aussi tracer, c'est le carré. Donc là, je vais le faire directement. Je prépare deux listes, les abscisses et les ordonnées, et je vais afficher en trait noir. Et je vais l'afficher avec une épaisseur qui est toute petite, 0,5. Je pourrais même... alors, K c'est pour noir. On prend la dernière lettre de black. Si je veux changer la couleur, je pourrais
utiliser, par exemple, je pourrais très bien décider de tracer la courbe en gris. En fait, je pourrais rajouter une virgule après ici, écrire color égale gray en toutes lettres. L'interpréteur, il s'y retrouve. Allez, en noir. Et je prends une épaisseur de trait qui est assez fine. Je prends les coordonnées des 4 points de mon carré, donc c'est -1, -1, puis après 1, -1, puis après 1, 1, donc là je suis au coin en haut à droite. Ensuite, le coin en haut à gauche, donc c'est -1, 1. Et je finis au point initial, -1, -1. Et on regarde ce que ça donne. Ah, il me fait une petite erreur. XY must have same dimension. Donc c'est ici, j'ai dû faire une erreur. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce qui allait pas. En fait, j'ai oublié la virgule qui était là, en bas. Donc ça arrive, ça, quand on code, hein, on fait des petites erreurs. Ce que j'avais aussi fait comme erreur, c'est ici, en faisant mon copier-coller, donc faites attention quand on fait des copier-coller, de faire toutes les modifications. J'avais laissé le 0 alors que j'attendais 1. De plus, j'avais oublié la croix ici. Bon, tout ça, c'est des petites erreurs hein, qu'on corrige rapidement. Voilà, et quand on lance le code, on obtient cette belle figure. Et si on veut avoir un affichage dans une fenêtre externe, il faut rajouter cette instruction qui va créer une figure. Et il faut forcer l'affichage. plt.show. Donc on voit que le code il s'épaissit un petit peu. Et voilà. Et bien sûr, si vous voulez que ça s'exécute dans une figure, dans un terminal externe, il faut, enfin avec Spider, on fait cette manip là, on lance. Voilà. Et on a la belle figure qui s'affiche avec l'estimation de pi. Donc ce code là, je vais le mettre de côté. Donc c'est amélioration du code. Et maintenant, je vais m'intéresser à l'efficacité de cette méthode. Est-ce que quand je fais cette estimation de pi, est-ce que c'est vraiment efficace? C'est-à-dire que j'ai plein de chiffres après la virgule. Après, quand j'augmente n, ça va très très vite. Ou au contraire, est-ce que c'est assez médiocre? Donc le code, je vais le recopier et le mettre en commentaire. Voilà, je le mets en commentaire. Ça prend un petit peu de temps. Et maintenant, je vais m'intéresser à l'efficacité de la méthode. Alors, ce que je vais faire, c'est... je m'en fiche, en fait, de l'affichage. Et je vais, en fait, créer une fonction que j'appelle estime pi, qui prend, et je lui donne le nombre de points que je tire au hasard, et ça doit me renvoyer l'estimation de pi. Donc je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse, n c'est connu, donc p ça vaut 0, et je vais prendre uniquement ce qui m'intéresse. J'indente le code pour le mettre dans la fonction. Donc là, le compteur p, je l'initialise à 0, je tire au hasard xy, et si le point est dans le cercle, j'incrémente p, et je retourne. Le return, vous avez vu qu'il est inventé qu'une seule fois, donc il est bien dans la fonction, mais il n'est pas dans la boucle for, et je retourne 4 fois p sur n. Donc ça c'est ma fonction en fait qui m'intéresse, et tout le reste ne m'intéresse pas. Tout ça, hop, je l'enlève. Et voilà mon code qui va me permettre, dans une fonction, en fait, j'ai juste à l'appeler et ça va m'estimer la valeur de pi. Par exemple, on fait un petit essai, estime pi, et je prends n égale, je vais marquer ici, 10 000. On vérifie que ça marche.
Alors oui, je vais refaire l'exécution dans la console, exécuter dans la console actuelle. C'est parti. Voilà, 3, c'est affiché ici, 3,15. Puis je peux recommencer, etc. Oh, 3,14. Donc là, j'ai les 3 chiffres, mais c'est un coup de chance, hein, évidemment. Donc l'idée, c'est, je vais prendre les valeurs de n et je vais augmenter les valeurs de n. Je vais estimer pi, puis je vais regarder si ça améliore ou pas. Alors comme c'est une méthode stochastique, il se peut très bien que j'ai énormément de chance et que je tombe, comme vous l'avez vu à l'instant, j'ai 3 chiffres significatifs. Mais le problème c'est qu'il suffit que je relance le code, pas de bol, j'ai une détermination qui est moins bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plein de valeurs de n et je vais tracer un graphe qui va donner la différence entre la valeur de pi, avec la précision machine, la vraie valeur, on va dire, et l'estimation, et puis regarder comment varie l'erreur avec n. Alors la façon de procéder, ce que je vais faire, c'est je vais créer deux listes. C'est la liste où il y aura l'erreur entre l'estimation de pi et sa vraie valeur. Donc pour l'instant, je la mets une liste vide. La liste des valeurs de n qui vont bien, et ce que je vais faire, c'est je peux tirer au hasard ou non, au mieux. En fait, la liste des n, je vais déjà la déterminer. Donc par exemple, je peux prendre n égale 100, 200, 300, 400, 500. Oui, je prends les valeurs et je les rentre à la main, donc c'est pas forcément le plus intelligent à faire, mais bon, au moins ça a quand même le mérite d'être simple. Et puis, allez, je fonctionne par milliers, donc je fais un mélange entre l'échelle logarithmique et l'échelle linéaire. Voilà, 9000. Et puis je fais la même chose pour 10 000, 100 000, jusqu'à, on va dire, 1 million. Voilà, donc je reprends, j'ai complété la liste. On est bien d'accord que procéder ainsi, c'est pas forcément le mieux, puisqu'il faut rentrer tout à la main, ça prend un petit peu de temps. Enfin, là, ça va encore. J'aurais pu adopter une autre stratégie, créer avec une boucle for ou avec les outils les facilités de NumPy, créer directement une liste qui va bien en quelques lignes de code. Évidemment, c'est pas mal de procéder ainsi, donc là j'ai fait vraiment la méthode, on va dire, la plus simple possible, c'est-à-dire je les ai remplis à la main, bêtement. Et je vais de 100 jusqu'à presque 1 million, 900 000, donc c'est presque 1 million. Et je vais simplement parcourir ma liste, et je vais estimer pi. Et je vais mettre la valeur dans ce nom de variable. Voilà. Je vais peut-être le rendre plus explicite, le nom de variable. Et je vais comparer la valeur de pi avec la valeur que me donne la machine avec sa précision à elle. Puisque vous savez que le codage notamment de pi, qui a un nombre infini de chiffres par la virgule, dans la machine, je l'ai que avec une certaine précision, qui est la précision machine, que j'obtiens de cette manière. Je prends la valeur absolue, c'est ça qui m'intéresse, et je vais rajouter cette valeur absolue avec la méthode append dans la liste des erreurs. Et je fais dérouler l'ensemble, je parcours toute la liste. Ce que je peux faire, c'est faire un petit affichage. L'affichage, il va me servir notamment pour connaître l'avancement du code. Parce que lorsqu'il y aura 900 000 itérations, il est possible que le code il prenne un petit peu de temps, et donc c'est bien de voir si je suis pas en train de prendre des n trop grands, parce que si vous prenez n trop grand et
que le code, vous n'avez aucun affichage, en fait vous savez pas trop à quel où en est votre code, vous savez pas s'il y a une erreur, vous savez pas si, enfin, et donc c'est bien de faire quelques affichages, pas trop mais quelques affichages. Voilà. Donc la façon de présenter ça, donc j'aurai cette chaîne de caractères qui va s'afficher, puis la valeur de n, puis une autre chaîne de caractères, tout ça sur la même ligne, puis la valeur, l'estimation de pi. Et je trace le graphe en abscisse n et en ordonnée les erreurs. Et je vais tracer un point noir. Voilà. Je lance le code, et ça je peux enlever. Voilà. Comme ça vous avez tout le code. Je lance, et j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. On voit que c'est à droite là dans la console. Ah, il y a une petite erreur. L'erreur is not defined. Eh ben oui, puisqu'il n'y a pas de majuscule. Je recommence. Donc vous voyez qu'au début ça va très vite, mais lorsque je suis autour de quelques centaines de milliers d'itérations, ça prend un petit peu de temps. Alors, ce graphe, on ne voit strictement rien, puisque en fait, soit les points ils sont suivant l'axe des abscisses, ici, soit les points sont suivant l'axe des ordonnées. Donc autant dire que on ne voit strictement rien, et là, on utilise, pour s'en sortir, l'échelle logarithmique. Voilà, donc pour ça, j'utilise la Xscale. Donc c'est tout ça, je le sais parce que je me suis documenté sur la fonction plot. Hein, c'est des trucs, vous n'êtes pas censé le savoir, vous vous documentez un petit peu sur internet et vous avez très rapidement la réponse. Donc je vais transformer l'axe des x et je vais le mettre en échelle logarithmique. L'avantage de l'échelle logarithmique, c'est qu'on peut sur un axe embrasser des valeurs qui sont très différentes, de valeurs très très petites à des valeurs très très grandes. C'est l'avantage des échelles logarithmiques. Donc vous allez voir dans ce cas-ci. Et au lieu d'avoir des points qui sont sur les axes des abscisses et des ordonnées, et ben je vais avoir des points qui vont se répartir vraiment sur le graphe, un vrai graphe en fait. Je lance le code. Donc là encore ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et on voit clairement l'échelle logarithmique, puisque là je suis en bas, là, l'axe des ordonnées, je vais de 10-4 à 10-1. Et pour n, je vais de 100 jusqu'à 900 000, quasiment 1 million. Ce que je peux faire également, c'est nommer les axes. Donc suivant l'abscisse, j'utilise xlabel, ça s'appelle n, et suivant l'ordonnée, ça s'appelle l'erreur. Donc là, si je relance le code, j'aurai les noms des axes qui apparaissent. Et je vois que c'est quand même pas terrible, parce que finalement, on voit que les points sont à peu près suivant une droite. Hein, c'est à peu près. Hein. Le fait qu'il y ait de temps en temps des déterminations qui soient très précises, par exemple le point là qui est ici, ben, c'est un coup de bol, quoi. C'est un gros coup de bol, qui est un peu comme si vous avez gagné au loto, hein, presque. Où vous tombez assez précisément sur une valeur de pi qui est ici avec au moins 4 chiffres après la virgule. Mais la plupart des déterminations, elles sont pas terribles, et on voit que il faut que je multiplie par 100 n, la valeur de n, pour gagner, on va dire dans le pire des cas, un chiffre de plus pour la valeur de pi. Donc c'est vraiment pas terrible. Alors pour mieux le voir, je vais afficher un quadrillage sur le graphe. Ce que je vais faire aussi, c'est afficher le graphe dans une fenêtre externe, parce que ça me permet de zoomer, d'avoir un affichage qui est quand même meilleur. Donc si je crée une figure, je force l'affichage. Avec grid, je vais faire apparaître une grille en fait sur mon graphique. Et je vais faire l'affichage dans une fenêtre externe. Donc je fais configuration par fichier, exécuter dans un terminal externe. Donc ça c'est si vous utilisez Spider que vous faites ça. Je lance le code.
Donc cette fois-ci, ça s'exécute dans une fenêtre externe. Voilà. Et on a ce graphe-là. Donc on peut zoomer, on peut l'agrandir si on veut. Et ce que vous remarquez, c'est que effectivement, lorsque j'avance de deux cases, et ben je descends d'une case à peu près. Ça veut dire que la pente de ce nuage de points, en gros, c'est moins 1,5. En gros, c'est moins 1,5. Alors, si on veut le voir mieux que ça, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre plein de valeurs de n. Donc, je peux vous le montrer rapidement. Dans ce cas, quand on a plein de valeurs de n, on voit mieux, avec un nuage de points plus dense, la dépendance de l'erreur avec n. Donc j'ai modifié un peu le code pour cette fois-ci calculer 100 valeurs, hein, ou si j'ai même envie 1000 ou 10 000, 10 000 valeurs pour grand N. Donc évidemment, ma façon de procéder initiale, dans ce cas-là, ça va pas. Hein, je ne vais pas m'amuser à rentrer 10 000 valeurs de N à la main, alors que je peux le faire ici en une seule ligne de code. Donc je la détaille un petit peu cette ligne. Ici je crée un tableau qui va de 2 inclus à 6 inclus, il y a 100 valeurs. Je fais 10 exposants ce tableau et ça me donne les valeurs de Ln. Le problème c'est que ces valeurs, c'est des flottants. Donc il faut que je fasse une conversion de type avec cette instruction là, cette fonction là, astype de NumPy, qui va me transformer la liste de flottants en liste d'entiers. Et ensuite, je parcours cette liste d'entiers, j'estime pi, l'erreur, et je trace la courbe. Donc ça donne ceci, lorsque je lance le code. Voilà. Et donc là, j'ai plein de points qui se sont affichés, ben, j'en ai 100. Et je retrouve le même résultat, donc de temps en temps, j'ai beaucoup de chance, vous voyez ce point-là. Il m'a permis d'avoir une estimation de pi avec 4 chiffres après la virgule. Et ce point-là aussi est pas mal. Et ce point-là aussi est pas mal parce qu'en prenant n égale à peu près moins que 200, j'arrive à avoir pi avec 2 chiffres après la virgule. Et le troisième chiffre, il n'est pas très loin de la bonne valeur. Mais le gros des déterminations, hein, comme c'est une méthode stochastique, il y a une partie de hasard dedans, le gros des déterminations, bah, il est là. Et on voit que ça varie. Lorsque je multiplie n par 100, et ben je gagne, dans le pire des cas, un chiffre après la virgule. Un chiffre significatif de plus. Donc ça veut dire que l'erreur varie en racine de n. Hein. En effet, la fonction racine, lorsque je multiplie n par 100, et bien racine de 100, bah, ça fait 10. Donc l'erreur varie en 1 sur racine de n. Et donc c'est la conclusion de ce petit exercice. Hein. Et donc la méthode stochastique, il faut l'avouer ici, est quand même pas terrible, parce que si je veux pi avec 10 chiffres après la virgule, eh bien il faudrait que je prenne n au moins égal à 10 puissance 20, hein, puisque à 10 chiffres après la virgule, ça veut dire, et que la précision varie en 1 sur racine de n, il faudrait prendre un n qui vaut 10 puissance 20, et je vous laisse estimer le temps de calcul qu'il faudrait pour y arriver. Hein. Quand je prends n égale 1 million, ça prend de l'ordre de grandeur de la seconde, et ben je vous laisse calculer combien ça fait 10 puissance 10 secondes, c'est juste énorme. Donc évidemment cette méthode là elle est ça illustre quand même une méthode stochastique, mais si vous voulez déterminer pi, il faut surtout pas en fait faire comme ça, puisque vous allez avoir une détermination qui est vraiment pas terrible. Elle sert à autre chose, les méthodes stochastiques évidemment. Voilà pour cet exercice.